Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux. Action. Action. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Comment ça va ma gueule? Comment ça va ma gueule? Ça fait plaisir, toi tu m'as manqué hein. Ah ouais? Waouh, ouais. Toi aussi tu m'as manqué. Ouais, on a déjeuné là il y a 5 minutes. Ouais. Mais le temps que tu installes tout le podcast, Ouais, on ça s'est pas vu pendant 5 bonnes minutes en fait. quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que ce podcast il dure des heures parce que depuis ce matin tu me poses des questions dans tous les sens. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un truc de fou parce que vraiment j'ai cette curiosité d'apprendre à connaître les gens. Et en fait je pose des questions et on dirait vraiment des questions d'interview et tout le monde me dit mais je suis en train de me faire interviewer là ou quoi? Ouais. Et il y a plus ce truc, en fait je sais pas si c'est parce que il y a plus ce truc naturel ou la manière avec laquelle je pose la question n'est pas naturelle ou je sais pas. Non, je pense que tu poses des questions très naturelles et c'est juste qu'à chaque fois c'est des questions assez profondes quoi, ou qui te font réfléchir. Et en général que les gens ne se sont jamais posés, ou en tout cas moi je me suis pas posé les questions que tu m'as posées ce matin et du coup elles sont pertinentes, elles sont intéressantes et c'est vrai que ça te met directement genre dans un état introspectif tu vois. Mais c'est parce que t'es curieuse, t'es naturellement curieuse et ça c'est cool tu vois, c'est une qualité. Mais tu sais que j'ai quand même eu de la chance parce que jusqu'à aujourd'hui, les questions que je peux poser, des fois je m'en rends pas compte, peuvent être très profondes, en tout cas très touchy, tu vois, par rapport à la personne. Ouais. Et la personne peut grave mal le prendre parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a assez d'ouverture d'esprit pour se dire ah c'est vrai, j'ai envie d'avoir cette introspection, j'ai envie de recevoir ta question et après d'y répondre, tu vois. C'est vrai. Il y a des gens qui pourraient grave être sur la défensive et dire non mais j'ai pas envie de penser à ça, me pose pas cette question, des trucs comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé encore? Non. Oui, et après c'est peut-être des personnes avec qui tu t'accroches pas. Ouais, c'est vrai. Peut-être que comme c'est quelque chose qui est aussi primordial et important pour toi de poser des questions profondes, peut-être que c'est juste que t'es pas fait pour être en connexion avec cette personne, tu vois. Ouais. Et en même temps, c'est tout à fait respectueux parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'y aller, c'est peut-être des douleurs personnelles et tout, donc ça se respecte. Et exactement. après, peut-être que c'est juste... c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui matchent et des gens qui matchent pas, quoi, c'est tout. Renan, on n'est pas là pour parler de moi, mais on est là pour parler de toi. J'ai essayé de te piéger, de t'interviewer. Renan, première question. Oui, première question. On est en freestyle. Je savais pas que c'était le concept de l'émission. Ok, ouais. Dis-moi, Necfeu. Qu'est-ce que... Quelle est la première question? Qui es-tu? Qui es-tu? Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Qui es-tu? Moi, ce qui est sûr, c'est que je suis pas mon métier. Les gens, ils se disent souvent, ils se qualifient souvent par leur métier. Et je pense que ça dit quelque chose sur toi, quels sont les choix que tu as faits, etc. Mais je pense pas que les gens devraient se définir par juste leur métier, tu vois. Je pense qu'avant tout, je suis juste un mec qui aime beaucoup voyager, qui aime les choses simples, qui aime aimer sa famille et ses proches et qui en général est de très bonne humeur, pas tout le temps mais en général, et assez heureux quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Toi, vas-y, dis-moi toi qui je suis. Moi, je dirais, à chaque fois que je parle de toi, déjà aux autres personnes, j'ai toujours les étoiles dans les yeux parce que t'es vraiment... Déjà, tu sais très bien que t'es vraiment la personne que j'aime le plus au monde. Et toi, voilà. La personne que j'aime le plus au monde. Je suis désolé pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, mais on vous aime moins que nous, on s'aime. C'est un fait. Je suis désolé, il n'y a pas de compète. Voilà, je suis vraiment navré. Mais du coup, à chaque fois que je parle de toi, je dis, Renan, déjà, il est toujours souriant, il est toujours positif, il est toujours là pour moi. À chaque fois que je suis dans les pires états, il sait toujours me redonner le sourire, il sait me consoler, il est... comment on dit, justement en fait il est simple, il a cette humilité tout le temps alors que t'es vraiment dans le milieu où les gens se perdent énormément dans tout ce qui est vanité, dans tout ce qui est ego, dans tout ce qui est l'excès en fait. Et toi t'as toujours su garder, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les pieds sur terre et c'est ça que je pense que j'admire énormément chez toi. Je sais pas, en fait pour moi t'es vraiment un exemple, c'est-à-dire genre l'exemple de l'humain
parfait, genre dans ma conception, tu vois. T'es déterminé, t'es persévérant, tu travailles de fou. Tout ce que tu as, tu le mérites, mais amplement. Et puis, en fait, t'es juste l'incarnation d'une énergie que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que c'est une énergie pure, pur amour, pure paix, pure joie. Et j'ai jamais rencontré une autre personne qui serait à la hauteur de toi, quoi. Voilà. Non, mais ça me fait vraiment plaisir parce que tu sais que je pense exactement pareil de toi. Et en général, j'ai du mal à accepter les compliments. Je deviens un peu gêné et tout. Mais je suis en train d'essayer d'être intentionnel à accepter les compliments parce que j'en parlais. Je lisais ça dans un livre et je voyais que c'était à quel point c'est important de savoir accepter. Et du coup, j'accepte. Ça me fait vraiment plaisir. Et je te les retourne fois 1 milliard. Mais oui, je les accepte. Merci, c'est gentil. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as du mal à accepter les compliments ? Si on va à la profondeur des choses, c'est peut-être que accepter le compliment, c'est de faire confiance à quelqu'un. Parce que si tu laisses tes émotions aller dans le sens du compliment, c'est que tu donnes du pouvoir aux gens de déterminer si tu es heureux ou pas heureux en fait, quoi. Si tu as beaucoup de gens qui te disent que tu es génial et que ça te fait vraiment plaisir, ça veut dire que tu es tout aussi assujetti à être très triste s'ils te disent que tu es nul, tu vois. Et je pense qu'une façon de se préserver des gens, c'est de ne pas laisser son émotion fluctuer, peu importe si c'est positif ou négatif, tu vois. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi, je me suis toujours couvert par rapport au réseau et par rapport au fait que tu as des milliers, des centaines de milliers de commentaires, de choses, etc. Il faut le prendre avec amour et se dire, ok, c'est génial, mais il ne faut pas que ça détermine ta journée, quoi. Parce que je sais que ça peut se retourner à n'importe quel moment et je sais que sur une échelle de beaucoup de gens, bah, tu as des gens qui vont dire du bien, tu as des gens qui vont dire du moins bien et ce serait vraiment dommage que ce soit ces gens-là qui déterminent la qualité de ma journée, tu vois. Donc je pense qu'il vaut mieux se bloquer en général et se distancer de ce qu'on se dit, quoi. Renan, t'as quand même une assez grande communauté. Sur Insta, t'as déjà combien 1,5, 8 millions d'abonnés 1,4 1,4 sur Instagram et 1,8 sur TikTok. Ouais, donc c'est quand même une communauté qui n'est pas négligeable. Est-ce que tu dirais que c'est ton mécanisme du coup de protection pour faire face, on va dire, à tout ce chaos qui est les réseaux sociaux, parce que ça peut être très impactant au niveau de la santé mentale. Plusieurs influenceurs le disent, plusieurs acteurs, etc. Les personnes assez connues le disent. Est-ce que tu dirais que du coup c'est ton mécanisme de protection que tu as développé, et si oui, consciemment ou inconsciemment ? Je dirais oui et consciemment depuis le début, ouais. Depuis, même quand j'avais un abonné, c'était toi. Je me disais, elle, à tous les coups, elle va me tailler. Faut que je me protège. Non, mais genre, depuis le début, je me suis dit, franchement, j'étais très réticent à commencer à être sur les réseaux sociaux et tout, parce que je trouvais que ça ne me correspondait pas en général. Mais je me suis dit, vas-y, si je le fais, je vais le faire avec distance. En tout cas, distance émotionnelle, tu vois, pour pas que ça m'affecte. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pas plus affecté ça, mais aussi j'ai de la chance pour l'instant. Je trouve que j'ai une communauté qui est super bienveillante et qui est très positive en général. Donc, je ne suis pas trop affecté par ça pour l'instant, tu vois. Tu sais que c'est exactement ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as vraiment aucune personne malveillante en ton égard, en tout cas, ou en tout cas presque pas. Et vraiment, j'ai rarement vu une communauté qui était aussi bienveillante envers une personne. C'est fou parce que tu tombes jamais vraiment sur aucun commentaire négatif, aucun commentaire qui te critique. Et je pense que ça vient vraiment justement de cette énergie que j'étais en train de décrire tout à l'heure, que tant que t'envoies une bonne énergie, où c'est juste de la positivité, de l'amour et de la joie aux gens, les gens te le renvoient en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, j'en suis très reconnaissant. Il y a quelques commentaires négatifs, mais c'est dérisoire par rapport en termes de pourcentage, tu vois. Sur le nombre de commentaires, mais c'est vrai que si tu avances tous tes actes avec amour et bienveillance, en général, c'est ce que tu reçois. Et après, si c'est pas le cas, c'est que c'est un malentendu. Parce que si quelqu'un interprète ce que tu as dit comme quelque chose de négatif, alors que tu es venu vraiment avec que de la bienveillance et de l'amour,
bah ça s'appelle un malentendu. Et un malentendu, après, ça s'éclaircit avec de la communication, tu vois. Mais si tu te reposes à chaque fois sur amour et bienveillance dans tout ce que tu fais, la plupart du temps, c'est ce que tu vas recevoir et tu vas le recevoir au quintuple. Donc c'est vrai que c'est un peu la beauté de la vie en général, quoi. Et aussi potentiellement des réseaux sociaux, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé parce que tu as commencé par Instagram, Ouais. tu as commencé par une vie de mannequin, etc. Et parce que, in fine, tu voulais être acteur. Ouais, j'ai toujours Ok. voulu depuis le premier jour être acteur. J'ai commencé à travailler en tant qu'acteur et à faire tous mes castings sans aucun réseaux sociaux. Et pendant 3 ou 4 ans, j'ai combattu ça en me disant bah, je suis que acteur et je vais que faire ça et tout. Et puis progressivement, quand j'ai commencé à voir que c'était aussi présent dans l'air du temps et que c'était une façon, en fait, c'est une plateforme pour pouvoir montrer ce que tu fais en tant qu'artiste ou ce qui te passionne, en tout cas de laisser les gens rentrer dans ton univers. Je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que je me mets une balle dans le pied à ne pas être sur la plateforme. Et puis, et puis c'est à toi d'avoir ta propre rhétorique dans tout ce que tu fais. En fait, ça te donne la parole, en fait. C'est quand même cool, quoi. C'est quand même sympa en tant qu'acteur de pouvoir toi-même communiquer, ne pas dépendre des interviews et des podcasts de tes petites sœurs. Je couperai ça au montage. Non, mais tu vois, genre de pas pouvoir dépendre de ces moments-là pour pouvoir donner accès aux gens à ta personnalité. C'est tu jauges à quel point tu as envie de parler de toi et à quel point tu as envie de promouvoir tes projets, à quel point si tu as envie de changer de rôle, si tu as envie de faire un nouveau personnage, bah, tu t'écris une nouvelle histoire et puis tu la réalises, quoi. C'est quand même ultra libérateur, je pense, tu vois. Donc, je suis très content de l'avoir fait, ouais. À quel âge t'as su que tu voulais être acteur? 16 ans, tu m'as déjà posé cette question dans un autre podcast. Ah ouais, 16 ans, je Ouais. pensais que c'était plus tôt. Non, c'était. Parce que je me souviens, Ah oui, lors non, des t'as raison. Noëls et tout, à chaque fois tu te déguisais et tout, mais est-ce que ça faisait partie de ton jeu d'acteur ou c'était juste pour la blague? Oui, non, 16 ans, j'ai fait mon premier tournage, ouais. Mais du D'accord. coup, j'étais déjà en train de faire des castings depuis un moment, ouais, Oui. donc peut-être un peu plus tôt, ouais. Ouais, peut-être genre 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ok. Mais non, ouais, depuis que je me déguise, depuis Mm. que je me déguise pas à des soirées le dimanche, hein, pour mettre en contexte, je me déguise aux, aux soirées de Noël quand on faisait des spectacles ensemble pour la famille. Pour la famille. Pour la famille, on n'avait pas de tips et j'étais pas en porte-jartel, ok? Mais ouais, je pense que j'ai déjà commencé à explorer le côté spectacle et entertainment, comme on dit, assez jeune ensemble, entre autres. Et après, je me suis vraiment genre décidé en mode je sais que c'est ce que je veux faire et je vais prendre tous les risques de ma vie pour pouvoir y aller vers 14 ans, je pense. Ouais. Mais tu dirais que ça vient d'où? Parce que maman était dentiste, papa ingénieur, Bruno aussi dans rien du tout dans Ouais. l'artistique, entrepreneur. D'où est-ce que toi, l'enfant du milieu, qui est quand même assez spécial dans les mêmes, hein, on dit toujours que c'est l'enfant du milieu qui est un peu... Et on dit qu'il est quoi? C'est quoi le stéréotype de l'enfant du milieu, le plus âgé et le Bonne et question, le mais plus à jeune chaque fois on dit que l'enfant du milieu c'est un peu l'enfant qui... qui part en couille, quoi. Ouais, voilà, exactement. Exactement, mais très bien résumé. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me dis, mais d'où est-ce que cette créativité, ce côté artistique t'est venu? C'est vrai que c'est dur à dire, quoi. C'est dur à dire et en fait, ça apporte une question philosophique sur l'enfance, à quel point, en tant que parent ou en tant que famille, t'as beau essayer d'éduquer un enfant dans tous les sens et essayer d'aligner tout ce que tu peux en tant que parent pour pouvoir guider les enfants dans un sens, et ben, il suffit que cet enfant, pendant 1 minute, il ait regardé un film, qu'il est passionné ou qu'il ait vu quelqu'un passer dans la rue qui a fait une performance ou quelque chose, et paf, ça va lui changer de trajectoire et tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras pas lui en dissuader, tu vois. Donc c'est vrai que c'est intéressant en fait. Si toi, quand tu auras un enfant, tu te dis je veux qu'il soit, je sais pas, banquier, mais que 1 minute, un moment, tu vas aux toilettes et qu'il tombe sur une épreuve de patinoire, tu vois, et qu'il voit le mec aux Jeux Olympiques, tu vois, et il se dit bah c'est ce que je veux faire. Et en fait, tu seras revenu des toilettes, tu continueras à l'éduquer à fond pour qu'il soit banquier, et en fait, ce sera trop tard. Il a eu le clic comme ça, quoi, tu vois. Donc je sais pas à quel moment j'ai eu le clic. Je pense que c'est en regardant beaucoup de films quand j'étais jeune et juste en me disant à quel point c'était une pause splendide de la vie, qui apportait beaucoup de magie à la vie. Et je me suis dit que je voulais en faire partie et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu, quoi, que c'est ce que je dois faire jusqu'à la fin de ma vie.
Et quand tu t'es lancé sur Instagram, ça a été un moyen pour toi de parvenir à cette fin? À 100%. Ouais. Ok, donc tu t'es dit quel était le raisonnement? Je vais construire une communauté, je vais commencer à montrer mes books pour qu'on commence à me contacter. Quel était le raisonnement derrière? Ouais, pas construire une communauté parce que j'avais jamais la prétention de me dire qu'il y allait y avoir plus de 100 personnes qui seraient intéressées par ce que je fais, mais je me suis dit au moins je vais faire une sorte de présentation des choses que j'aime, en l'occurrence des photos de voyage quand on allait au Brésil, et puis je parlais des films que j'aimais, et puis je mettais des photos de moi aussi pour qu'on puisse me voir sous mon meilleur profil, et pour que je me disais, bah, comme ça au moins quand je passerai un casting ou quoi que ce soit, on pourra avoir un accès un peu à mon univers qui est très difficile à résumer lorsque tu passes un casting et que ça dure 2 minutes, tu vois. Donc, je me suis dit, bah voilà, je pense que c'est dans l'air du temps, en tant qu'acteur, de s'exposer un minimum sur les réseaux et tout, tu vois. Et plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte à quel point ça fait sens. Et encore aujourd'hui, ça fait ultra sens, quoi. Pourquoi ça fait sens? Parce que les gens, les gens ont tendance à regarder les applications et à leur donner un jugement. Se dire j'aime pas TikTok, j'aime Instagram, j'aime pas Twitter, j'aime ci, j'aime ça, Snapchat, etc. Moi, je pense qu'une application, il ne faut pas la juger de par sa réputation, mais de par quel est le format qui est proposé. Twitter, c'est de la littérature, c'est des phrases. Instagram, c'est des photos de base et des vidéos. TikTok, c'est des vidéos. Et Snapchat, c'est des vidéos qui sont éphémères. Donc, un film, c'est une vidéo. C'est une vidéo de 2 heures. Ok ? Donc, si tu aimes les films, je vois pas pourquoi tu n'aimerais pas une plateforme qui, en fait, c'est la même chose, c'est des vidéos. Et c'est ton opportunité de toi de mettre des extraits de films, de jouer en tant qu'acteur, de réaliser. C'est le même support, en fait. Donc, moi qui suis passionné de films et de réalisation et que j'adore jouer, etc., eh ben, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne serai pas en connexion avec une application qui me permet de le faire, en fait. Et qui me permet d'avoir une audience directe et d'avoir un retour d'audience directe. C'est génial, tu vois. Donc, moi, j'adore parce que j'adore la vidéo et j'adore les belles choses qui sont en mouvement et qui ont des belles lumières, des belles couleurs. Et je suis plein de gens qui me proposent ce contenu, donc c'est génial. Je suis en train de regarder des extraits de films tous les jours sur mon portable entre mes séances de ciné. Donc c'est super, tu vois. Je suis super d'accord avec toi sur le raisonnement, mais juste par rapport à la première partie de ta réponse, j'ai quand même une nuance à apporter. Pourquoi est-ce que les gens ne se mettraient pas sur ces applis? Je comprendrais pas parce que du coup ils peuvent réaliser eux-mêmes, etc., leurs propres petits films, etc. Mais moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est plus parce que déjà un film c'est totalement différent, tu vas te déplacer, tu vas au cinéma, il y a un peu tout un contexte, une expérience, un peu comme si c'était sacralisé là je vais aller voir une certaine œuvre d'art. Bien Donc, sûr. je vais vraiment me poser, m'asseoir et pendant 2 heures il y a tout le setting pour que je vois cette œuvre d'art. Ouais. Alors que là, par exemple, il y a plusieurs personnes qui pourraient ne pas aimer le concept de en fait j'ai pas envie que mon œuvre d'art soit consommée quelqu'un qui est sur les toilettes et qui consomme mon œuvre d'art, tu vois, par exemple. Il y a vraiment un aspect prosaïque de société de consommation, tu passes, tu vois à peine les vidéos, tu les vois à moitié, ou un certain irrespect, je pense que l'artiste derrière pourrait ressentir. Mais ça, c'est qu'une hypothèse, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je suis à 100% partisan du fait que le cinéma c'est le plus important et d'aller au cinéma c'est l'expérience ultime d'avoir l'expérience d'un film. Après, à partir du moment où c'est sur Netflix ou à la télé, etc., les gens peuvent partir peuvent partir au shot pendant ta meilleure scène. Les gens sont en train de parler, ils sont en train de passer un coup de fil. Il y a Uber Eats qui arrive en plein milieu du film. Tu es avec ta meuf et tu commences à l'embrasser et tu loupes toute la fin du film. C'est arrivé à tout le monde, je pense. Je suis pas le seul là. et en fait, c'est vrai que tu te dis c'est quand même dommage parce que c'est un film, c'est quand même une œuvre d'art sur laquelle une cinquantaine, voire une centaine de personnes, parfois plus, ont travaillé pendant 2, 3, 4 ans pour pouvoir faire ces scènes et pour ces moments sont si importants pour eux. Et en fait, par hasard, c'est le moment où tu as commencé à embrasser ton crush et t'es parti et tu n'as plus regardé la suite. Donc, c'est vrai que quand tu es au cinéma, en général, il y a une intention qui est genre ultra exacerbée parce qu'il y a une sorte de contrat
Il y a un commun accord de se dire pendant 2 heures là, je vais pas regarder mon portable, je vais regarder ton film. Donc je trouve que c'est la priorité. À partir du moment où c'est pas dans un cinéma, bah c'est au film d'être excellent parce que à ce moment-là, il a la compétition du reste de ta vie. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu peux regarder une vidéo ou tu peux regarder une série Netflix, mais tu peux aussi discuter avec ton pote, tu peux aussi appeler ta mère, tu peux aussi aller cuisiner, tu peux aussi aller au sport. Et donc là, il faut que le film il soit mais excellent quoi. Parce que pendant le film, c'est pour ça que les gens ils disent qu'ils ont des problèmes d'attention de plus en plus, et je pense que ça nous arrive à tous. C'est pour que le film te garde pendant 2 heures alors que tu es chez toi, il faut qu'il soit mais excellent. Donc c'est un défi aussi qui est intéressant à relever, tu vois. Moi, j'en suis conscient quand je crée une vidéo que je suis à ça près que les gens partent de ma vidéo au bout de 3 secondes. Donc, il y a en effet un effet dans le jeu, la musique, la façon dont je vais réaliser la vidéo. Il faut qu'elle soit captivante, à mort, tu vois. Par contre, si je me permets de nuancer, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi le dicton dans la Bible qui dit « Ne jette pas les perles au cochon ». Et tu peux faire un masterpiece, Ouais, mais pas tout le monde est là pour pouvoir le voir. je suis d'accord, mais je trouve que c'est un peu trop facile quand tu crées un film de se dire que les gens qui aiment pas, c'est des cochons. Oui, je suis d'accord. Dans le sens où... d'accord. non, mais c'est vrai, mais en fait, c'est un piège dans lequel beaucoup de réalisateurs tombent, où ils font un film très artistique et le film fait un flop énorme et ils disent, de toute façon, personne ne comprend. Ils sont pas assez intellectuels, je suis hors de mon temps, etc. Je me dis que si ton film il est excellent, il a beau être très intellectuel et très compliqué à comprendre, l'audience va suivre et Christopher Nolan en est la preuve vivante, tu vois. Il nous sort des films de plus en plus compliqués à chaque fois et il arrive à ramener une audience aussi énorme à chaque fois sur des films sur la bombe atomique et après sur Interstellar et sur la relativité du temps, après sur Tenet où tu vois, le temps est en arrière et tout. Il prend quand même des sujets où si tu lis le script, tu te dis de base, personne ne va aller le voir, tu vois. Mais parce que le mec est tellement fort et tellement talentueux, il y arrive. Donc je me dis, ça reste un défi pour un réalisateur qu'il est censé devoir relever. C'est de rencontrer son public. Je trouve que ça fait partie du jeu en fait, quoi. Tu vois. Est-ce que tu penses que c'est le cas du film qui vient de sortir, Megalopolis ? Bonne question. Parce que Megalopolis est extrêmement critiqué. Il a été hué et vraiment, vraiment rabaissé par toutes les critiques. Et donc, je l'ai vu avant-hier, là. Et je trouve qu'en effet, il a certaines incohérences, mais j'ai quand même de l'admiration pour le film, en fait, quoi. Il y a quand même des plans qui sont spectaculaires. On a un casting qui est excellent. Il est super bien réalisé. Le thème, je le trouve génial. Je trouve que c'est un thème super ambitieux. Il parle quand même de quelqu'un qui veut recréer une société idéaliste et en fait casser tous les codes de la société. Et il oppose un peu dans son film un maire, le maire de New York, mais qu'il appelle la Nouvelle Rome, qui est genre en mode très rationnel, pied sur terre, il fait les règles et tout. Et Adam Driver, qui est ce mec ultra idéaliste qui arrive à arrêter le temps, donc il y a un côté un peu magique, et qui rêve d'une société ultra idéaliste, où c'est un peu l'amour et les sentiments qui règnent, tu vois. Et je trouve que c'est quand même un thème tellement intelligent et intéressant à explorer. Tu m'as dit qu'il avait été critiqué énormément à Cannes et par tout le monde. Ouais. Est-ce que tu penses que le réalisateur s'est dit c'est des cochons ? Ouais, je pense, ouais. Je pense que quand t'es Coppola et que il a déjà prouvé qu'il arrive à gagner une audience, tu vois. Tu fais Le Parrain, tu fais Apocalypse Now, genre le mec c'est un génie, il l'a déjà prouvé, quoi. Donc pour moi, il y a un côté un peu de se dire, je fais ce film pour moi, c'est mon œuvre, et puis peut-être qu'on va la comprendre dans 50 ans, peut-être qu'on la comprendra dans 100 ans, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de laisser sur Terre. Moi, je respecte en fait. Au-delà du film, je respecte grave sa philosophie en tant que réalisateur, à son âge, de se dire, c'est ma dernière signature avant que je me parte.
Je trouve ça genre super cool, quoi. Est-ce que tu voudrais être réalisateur? Ouais, grave. Est-ce que tu penses que les acteurs veulent in fine voudraient un jour réaliser un film, leur propre film? Pas tous, mais certains, ça les démange toute leur carrière, et ils le font très bien, et puis t'en as à qui ça intéresse pas du tout. Être réalisateur, c'est un trait de personnalité en fait, tu vois. C'est vouloir prendre en contrôle une idée, une histoire, et guider un groupe de gens. Il y a un côté très vision globale en fait qu'un réalisateur doit avoir qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde a ou tout le monde veut avoir, tu vois. Moi j'adore être acteur donc je sais que je vais le faire toute ma vie, mais je sais que ça me démange de réaliser mes propres projets et de raconter mes propres histoires, tu vois. Est-ce que c'est parce que, c'est totalement une hypothèse, tu dirais que t'as pas assez de liberté dans ton jeu d'acteur et donc tu dis, je suis quand même un petit peu frustrée à l'intérieur de moi parce que j'ai envie de faire exactement ça et être totalement libre du jeu d'acteur, du personnage, de l'histoire dans laquelle je vais être. Oui et non, parce que en effet, il y a eu des moments où je travaillais sur des projets et le réalisateur m'a un peu bridé. Et c'est vrai que je sortais de ces jours-là en me disant, je ferai mon film. Genre, c'est vrai qu'il y a eu des moments de frustration où je me suis dit, j'avais tellement une vision du personnage et j'ai pas pu la faire. Et je me dis, tu sais quoi, je ferai mon propre film, je pourrais faire mes propres trucs, je laisserai mes comédiens pouvoir exprimer leurs trucs et tout. Donc il y a un côté de ça. Mais je dirais qu'avant tout, et plus globalement, euh, c'est le fait qu'un acteur, il raconte son angle d'une histoire. Et en général, si tu as 50 personnages, et ben, c'est un cinquantième de l'angle, est plus ou moins important selon ton rôle, etc. Mais un réalisateur, c'est le chef d'orchestre, quoi. Tu as tout le monde qui joue un instrument, tout est primordial. Si tu joues bien la musique, elle est canon. Tu as besoin des deux, mais le chef d'orchestre, il emmène vraiment sa vision de son rêve à sa façon. Et je trouve ça vraiment satisfaisant, quoi, tu vois. Ça fait combien de temps que tu habites à LA? Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que du coup tu habites aux États-Unis. Toute ta vie tu as habité en France, Ouais. notamment à Paris. Mhm. Quand est-ce que tu t'es dit, là c'est le moment, j'y vais? Bonne question. C'est très difficile pour moi de quitter la France parce que j'aime énormément la France. Je me sens vraiment bien ici. Et je pense que toute ma vie sera connectée à la France, déjà à travers vous, parce que ma famille est là. Euh, mais je ressentais un moment que la destination de Los Angeles m'intimidait pour certaines raisons. Et je me suis dit, c'est une psychologie de me dire, j'avais 25 ans au moment où j'ai décidé de le faire. Et je me suis dit, c'est comme si c'était une question de courage, d'affronter des peurs ou prendre des risques en fait. C'est une phase de ma vie où je me suis dit, je suis encore dans une phase de ma vie où je suis excité par le risque. Euh, et donc ouais, il y a beaucoup de films, j'ai été bercé à des films français, mais beaucoup américains aussi depuis que je suis jeune. Et de me dire, prendre le risque, je sais pas, j'ai envie de voir moi si je peux jouer pour un des réalisateurs que j'ai admiré toute ma vie, et si je peux jouer avec ces acteurs-là, j'aimerais risquer. Et puis c'est pas grave. Et en fait, j'aimerais risquer ça comme j'aimerais risquer de bosser avec tellement de réalisateurs français et italiens. Mais j'ai envie de risquer, quoi. J'ai envie de me dire, allez, c'est un rêve et je fais un vœu. Franchement, c'est faire un vœu. Le processus pour moi d'aller à Los Angeles, c'était de faire un vœu. Est-ce que l'idée que tu te faisais de tout cet univers, que ce soit l'univers hollywoodien, avec les réalisateurs, avec les acteurs à Los Angeles, aux États-Unis, de ton rêve américain, est-ce que ça correspondait? Est-ce que quand t'es arrivé, ça a correspondu à tes attentes, à tes idées? Est-ce que t'as été déçu? Est-ce que t'as été encore plus ravi de l'expérience que tu pensais que t'allais faire? Ouais, quand je suis arrivé à Los Angeles, beaucoup de gens m'ont un peu prévenu en me disant que ça allait être une ville un peu cruelle et difficile à vivre. Moi, je suis arrivé plein de bon espoir en me disant, je suis sûr que c'est pas si mal. Et pour l'instant, j'ai eu un peu des deux. Ouais. J'ai eu des confirmations comme quoi j'étais un peu déçu de voir la superficialité de certaines personnes et ça manque d'honnêteté par rapport à la France.
Et en même temps, je pense que c'est pas parce que c'est une ville qui est plus difficile à vivre qu'on peut pas imposer son style de vie et vivre sainement. En fait, il faut juste aller contre-courant, c'est-à-dire qu'il faut trouver son bon groupe de potes qui sont pieds sur terre, qui sont pas forcément du milieu. Tu peux aller à la plage avec eux le dimanche au lieu de sortir le samedi soir et de se lever, de tac. Tu peux se dire, bah, tu sais quoi, je vais pas sortir forcément, je vais aller à la plage, je vais aller faire du sport, je vais aller faire un hike, je vais aller faire ci et ça. Et en fait, avec tes potes, te construire ta vie, mais il faut que tu ailles à contre-courant en fait, parce que le courant là-bas, il est juste plus fort. J'ai vu beaucoup de gens aller dans une direction qui est ultra triste à voir en fait, quoi. Donc il faut juste faire plus attention. Si tu es à contre-courant, est-ce que ça t'empêche pas justement de connecter avec les gens de ton entourage et notamment de parvenir à tes objectifs qui est finalement, en fait, tu dois être avec le courant si tu veux parvenir là où t'es parce que Los Angeles, c'est pour ça. Ouais, mais je suis pas prêt à tout en fait. C'est-à-dire que ce courant, quand je le vois qu'il est tellement dangereux, moi mon rêve c'est de pouvoir faire tous les films que j'ai envie de faire, etc. Je suis pas prêt à sacrifier ma santé ou aussi bien mentale que physique pour pouvoir en arriver là. Donc non, j'ai pas vraiment de FOMO si je vois que il fallait vivre un lifestyle complètement différent au mien ou faire des choses avec lesquelles je suis pas confortable pour pouvoir y arriver. Ça, j'ai aucun doute à ce moment-là en fait. C'est mon rêve dans la limite de mon bonheur, ma santé et ma paix en fait, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux en gardant mes valeurs, quoi. Comment tu t'es senti quand t'es arrivé à LA? Très seul, ouais. Très seul? Ouais, je t'en avais beaucoup parlé, hein, mais parce que fuseau horaire énorme, t'es loin de ta famille, c'est une nouvelle culture, les gens sont loin l'un de l'autre géographiquement, donc c'est vrai que tu te sens un peu seul au début, quoi. Après, tu te réfugies dans le travail. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça a été une bonne chose parce que j'avais une certaine paix. En fait, c'est fou, mais être en paix et être seul, c'est très proche, quoi. C'est un peu la même chose, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, je suis pas seul, mais je suis en paix. Et du coup, je peux me concentrer sur mon travail et je peux être plus créatif et je peux avoir plus de temps à attirer mes pensées. Et ça, c'est quand même un moment qui est génial, en fait, je pense, pour n'importe quel artiste, de pouvoir s'asseoir avec ses pensées et les laisser venir et pas avoir des gens qui te tirent et qui t'influencent dans tous les sens. Je trouve que c'est quand même une force énorme pour un artiste, tu vois. Donc, tu as quand même su convertir ta solitude en paix. Ouais. Tu l'as réinterprétée. Tu t'es dit, je vais transformer cette souffrance en un état de bien-être. Ouais. En ma faveur. Je vais essayer de faire au mieux, ouais. Mais là, je trouve quand même que c'est dur à faire parce que la solitude, c'est quand même quelque chose qui blesse dans le sens où tu pourrais l'interpréter comme ça, mais sur le long terme, l'homme a besoin de relations avec les autres. Il a besoin quand même d'une certaine société. Il peut pas vivre tout seul. Il a quand même besoin de sa tribu. Et je trouve que même si on essaie de se convaincre qu'on peut vivre seul, que du coup c'est génial parce qu'on a du temps à faire nos projets, à travailler, etc., il y a quand même ce lien à l'autre qui manque et qui blesse si tu l'as pas. Ouais. Bah, en fait, le fait de convertir la solitude en paix, elle te sert pas à être seul jusqu'à la fin de ta vie, mais elle te sert à ne plus être dans le désespoir et à ne plus forcer les relations. C'est-à-dire que si tu dis, ok, quand je suis seul, je suis en paix et donc je suis bien, ça veut dire que si quelqu'un vient dans ma vie, c'est tant mieux, je l'accueille à bras ouverts. Si quelqu'un vient pas dans ma vie, c'est pas grave, je suis bien avec moi-même. Et en général, c'est là où tu es le plus attirant. Donc en fait, les gens sont venus dans ma vie au final. Et ça a mis du temps, mais en fait, c'est lorsque tu let go le plus et le fait que tu te détendes le plus, et ben que là, les gens commencent à rentrer dans ta vie et tu ressens en fait ce manque de besoin et c'est là où c'est très fluide. Donc au final, je trouve qu'en 2 ans et demi, je me suis fait quand même un super groupe de potes que j'avais pas au début, ce qui est tout à fait normal quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est une bonne façon de réfléchir à partir du moment où ça va attirer les gens naturellement dans ta vie et pas le forcer en fait. C'est pas quelque chose que tu puisses forcer, quoi. Est-ce que avant d'aller à LA, tu te sentais seul aussi? Ou alors aussi seul? Pas autant, non. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu voulais l'éviter
Ou parce que c'était déjà quelque chose avec lequel tu pouvais deal Non, bah à Paris, j'ai ma famille, on se voyait souvent, mes meilleurs potes de partout, mais que j'ai mis 10-15 ans à construire aussi, tu vois. Si tu prends du recul, le temps de rencontrer tous mes potes à Paris, ça m'a pris beaucoup de temps en vrai, tu vois. Donc c'est vrai que tu te sens beaucoup plus rempli de tous les côtés d'amour et de connexion avec la ville, tu vois. Alors que à Los Angeles, bah, c'est une nouvelle ville, donc forcément ça met plus de temps, tu vois. Et puis c'est une ville qui est complexe, donc parce que euh, tu te distancies et tu fais attention, et ben forcément tu mets plus de temps à rencontrer les personnes que tu as envie de rencontrer ou le style de personnes que tu as envie de rencontrer, tu vois. Après, je trouve que, je te dis, ça peut être un mal pour un bien d'avoir de la tranquillité pour pouvoir créer, pour pouvoir écrire, pour pouvoir s'aligner. Je pense que je me suis jamais autant senti libre depuis que je suis à Los Angeles dans mon processus de création euh, parce que j'étais isolé. Mais ça aurait pu être Los Angeles comme ça aurait pu être la forêt amazonienne au Brésil ou d'aller au Japon et de ne pas pouvoir parler japonais avec tout le monde, etc. Mais en fait, je me suis dit, à force, au début, la première semaine, deuxième semaine, tu es encore toi-même et tout, mais à force, après des mois où tu es beaucoup plus seul et tu es beaucoup plus enfermé avec toi-même, bah, tu commences un peu à oublier les barrières sociales et cette sensation que tout le monde va regarder ta prochaine création. Et tu commences à te dire, bah, il y a ça qui me fait rire, il y a ça qui m'intéresse, il y a ça que j'ai envie de faire et tout. Et tu explores plus, tu vois. Et, euh, et puis moi, j'ai commencé à me libérer plus et pouvoir me dire, bah, en fait, j'aime bien la comédie, j'aime bien créer des personnages, j'aime bien écrire des histoires, j'ai plein d'idées. Et en fait, ça, j'ai commencé à l'explorer et je suis très heureux de l'avoir exploré aujourd'hui. Donc c'est super, tu vois. Et comment cette liberté s'est concrètement exprimée? Bah dans l'écriture de textes et de scènes et euh, juste de choses qui me plaisent en fait, quoi, dans le sens où je pense que l'imagination, c'est notre première télévision. C'est la télévision avant la télévision. Je pense qu'aujourd'hui, on a télévision, cinéma, portable, truc, et da. Alors qu'avant, les hommes des cavernes, ils avaient imagination. C'est genre, t'as plein de choses à faire, t'es en train de chasser ton tigre et tout le bordel là pour pouvoir te nourrir, ok, t'es occupé, là t'es présent, ok. Mais une fois que t'as mangé et que t'es là dans ta caverne et que tu te fais un peu chier, et ben, bah, tu commences à avoir des idées, tu commences à te dire, tiens, ce serait drôle que le tigre il soit en rose et que l'éléphant et tout, et tout. Et tu commences en fait, et c'est ta pensée qui te entertain, comment on dit qui te divertit, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Qui te divertit, c'est ta pensée qui te divertit. Et je trouve que c'est tellement puissant de pouvoir se auto-divertir comme ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont de moins en moins d'imagination parce qu'ils n'arrivent pas à arriver au stade où ils se divertissent avec leur imagination parce qu'ils ont du divertissement dans leur poche tout le temps, tu vois. Donc, poser son portable, moins voir ses potes, là en l'occurrence c'était pas fait exprès, et se distancer des gens, parfois c'est ça qui fait que ton imagination elle revient à mort parce que c'est là où en fait où t'as du temps pour pouvoir regarder un mur blanc et ça commence, les images elles te viennent en fait, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, c'est fou, parce que je me dis, quand tu m'as dit tout ça, je me dis c'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as vraiment le ça et le surmoi. Et en fait, on apprend tous les jours à renforcer le surmoi, dans le sens où, dans le contexte que t'as pris, le surmoi, il va venir inhiber le ça, c'est-à-dire Ouais. inhiber notre imagination. Parce que quand tu parles d'imagination et de créativité, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à l'enfance aussi. Ouais. Parce que l'enfant est l'être le plus libre, c'est-à-dire que il n'a pas Grave. encore toutes les structures sociales, il n'a pas encore tous les filtres, Ouais. et en fait, il est totalement libre de son imagination, de sa créativité. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que cette créativité, elle se retrouve, ou elle se préserve, ou en tout cas, elle est nécessaire dans le métier dans lequel tu fais? Et si oui, est-ce qu'on a besoin justement de cette isolation pour retrouver, pour se reconnecter à cet enfant intérieur? C'est une bonne question. Moi je pense que oui, l'imagination c'est quelque chose qui se stimule. C'est dans quoi? C'est pas dans Alice au pays des merveilles où quelqu'un dit à Alice, je crois, tous les matins, cite-moi trois choses qui n'existent pas. Je sais plus si c'était un exemple, ou je sais plus si je l'ai vu dans Alice au pays des merveilles ou si je l'ai vu dans un truc, mais genre là tout de suite, dis-moi trois choses qui n'existent pas.
Vas-y, ça peut être n'importe quoi. Ok, une lumière dans un sac, parce qu'on sait que quand les femmes elles sont en galère, moi à chaque fois je suis en galère, quand j'ouvre mon sac il y a toute ma vie dedans. Ok. Et imagine s'il y avait une lumière, genre automatique, qui s'ouvrait, tu vois. J'aime bien. Ça n'existe pas. On note. Ça, Non, mais tu peux me dire un chat qui parle japonais qui a 6 pattes, par exemple. Ok, d'accord. Vas-y, un autre truc qui n'existe pas. Un éléphant qui fait du roller. Un éléphant qui fait du roller. Sushi au chocolat. Je pense que ça doit Ah, exister. ça existe, ça. Je pense que ça doit ça doit être exister. bon, ça. Ouais. Faut qu'on en commande. Ça doit être bon. Faut qu'on en Je suis commande. trop zéro d'esprit sur la bouffe, mais ça. Un ballon hélicoptère. Tu tires dedans et il s'envole à jamais. Vas-y. Un truc qui n'existe pas. Un truc qui n'existe pas. Non, mais tu sais que ma créativité est très limitée. Hein. Non, mais ça, c'est un exercice de stimulation de créativité. Et c'est limite un exercice d'impro et je trouve qu'il y a beaucoup de lâcher prise dedans. Et en fait, Ouais. t'as tellement de filtres et que du coup, tu t'empêches de Ouais. penser, en fait. Tu t'empêches d'avoir les mécanismes. Ouais. Je sais que j'ai beaucoup ça aussi. Mais un enfant, par exemple, tu parles avec un enfant Ouais. et il est capable de te Là, il va te sortir sortir tout un plein de catalogue. trucs, quoi. Ouais. Plein de trucs. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui se stimule. Et je pense que, par exemple, se lever tous les matins et et essayer d'inventer 3 choses qui n'existent pas, c'est cool, tu vois. C'est genre une bonne façon de le faire. Et pour répondre à ton autre question, est-ce que ta créativité est stimulée lorsque tu es tout seul? Je dirais oui si tu es quelqu'un qui a de l'imagination, oui quand tu es tout seul. Ou sinon, lorsque tu es entouré de potes qui ont de l'imagination. En fait, ça dépend avec qui tu traînes. Tu sais que moi, justement, je suis un mélange des deux. C'est que j'ai pas d'imagination et je suis pas créatif quand je suis seule, mais j'ai de l'imagination et je suis créatif quand j'ai plein d'expériences. Ok. C'est-à-dire quand je sors, quand je parle à quelqu'un, etc. En fait, quand je vis dans le monde, en Ouais, train de ouais. faire mes trucs à la fac ou des trucs comme ça, etc. Quand je fais un travail, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est là où mon imagination elle grouille, parce qu'en fait, j'ai la base de ce qui est normal et je le transforme en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où vient mon inspiration. Parce que si je reste enfermée chez moi toute la journée, Ouais. je peux dire que je vais écrire aucune page. Ouais, Alors ouais. que si je sors, je peux dire que le soir, mais je peux écrire 10 pages d'affilée sur une phrase ou un mot que j'ai entendu ou qui a été dit. Ouais, tu vois, bah oui, c'est intéressant. C'est vrai. C'est vrai que tu peux te nourrir des gens, en fait, et de ce qui se passe, en fait, quoi. C'est illimité, quoi. C'est l'infini de sources de créativité, en fait, le monde, quoi. Les gens, la manière dont ils interagissent, la manière dont ils s'habillent. J'en discutais avec papa hier quand on était en train de traverser la rue, et puis tu avais plein de gens à l'arrêt de bus, comme ça. Et je lui disais, t'as vu, c'est dingue. Si tu joues un personnage dans un film, et que la scène c'est j'attends le bus. Spontanément, tu t'assois et tu fais rien, quoi, t'attends le bus, quoi. Alors que là, devant nous, t'avais 20 personnes et ils attendaient tous le bus de 20 façons différentes, quoi. Genre, t'en avais une qui était posée comme ça et juste le fait que sa main était comme ça disait tellement sur elle, quoi. Il y avait un côté un peu genre vanité, un peu princesse, tu vois. Alors que t'avais un autre mec qui était genre enfermé sur lui, ça sentait qu'il passait une mauvaise journée. Tu voyais l'autre, il avait genre un truc très décontracté, main dans les poches et tout. Tu disais, il est fonce-dé, tu vois. Et en fait, les 20 personnes, sans rien dire, en attendant le même bus à la même heure, racontaient 20 histoires différentes, quoi. Et ça, je trouve ça passionnant. Il y a 8 milliards de personnes aujourd'hui en train de marcher de 8 milliards de façons différentes. Je trouve ça intéressant. Je sais plus quelle était la question, mais... Moi, vraiment, parce que tu m'as emporté avec toi, là. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve que... Ah oui, c'est sur le fait que tu te nourrissais de la créativité Oui. lorsque tu es dehors ou lorsque tu es à l'intérieur, tu vois. Mais justement, le fait qu'il y ait 8 milliards de façons différentes d'être, c'est ce qui doit rendre le métier d'acteur si complexe. Bah, oui et non, dans le sens où il faut pas que tu te dises que tu as 8 milliards de possibilités quand tu fais un truc, sinon tu vas trop te prendre la tête. Le scénario et toutes les informations que tu as sur le personnage, ils sont quand même là pour pouvoir te donner un univers de sa façon de penser, de sa façon d'agir, en fait. Et après, il faut que tout ce que tu fasses, en fait, c'est une façon d'expliquer qui est ton personnage, tu vois. Donc ça résume quand même à... T'es pas à 8 milliards de possibilités, en fait, tu vois. Ton personnage, il est écrit, et en général, quand il est bien écrit, il est assez détaillé pour que tu saches, tu puisses deviner à peu près comment il attendrait le bus, tu vois. Quel a été le rôle le plus dur que tu as dû interpréter ? Le rôle le plus dur que j'ai interprété, je dirais le prochain. Non. C'est moi qui donne les réponses, ok.
Tu les prends, je les prends pas. Ouais, c'est du futur. Je vais vraiment me contenter de cette réponse. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Pourquoi est-ce que tu penses que tu vas être acteur? Et essaye de me donner la réponse la plus profonde possible et pas superficielle. Moi, j'ai déjà pensé, et je crois qu'on en a déjà parlé il y a longtemps dans le train. Ok, sûrement. Je pense que ça vient d'une envie énorme de vouloir vivre toutes les vies. Et le fait de... Je veux tellement vivre ma vie à fond qu'à chaque fois que je suis vraiment intéressé en fait. Je suis super intéressé par les choses et par les gens. Et quand les gens me parlent de leur vie, peu importe ce qu'ils font, ça peut être un pêcheur qui se lève tous les matins à 6h du matin au Brésil pour prendre son poisson, ou ça peut être une fille qui est championne d'équitation, ou un mec qui est peintre. Tout me passionne et je me dis j'ai envie de tout vivre. J'ai vraiment envie de vivre la vie d'un pianiste, de vivre la vie d'un artiste et en même temps de vivre la vie d'un banquier et de savoir ce que ça fait d'avoir un costume sur mesure tous les jours quand tu conduis au truc. Et en fait, j'ai envie de vivre toutes les vies et c'est vraiment un métier qui me permet de pouvoir me rapprocher de le faire, tu vois. Et je pense que j'ai vraiment une passion pour ça en fait, quoi. C'est raconter des histoires parce que j'adore les histoires. Et deux, pouvoir avoir des pauses dans ma vie de 3, 6, 9, 12 mois où je pars dans une aventure et je suis quelqu'un de complètement différent. Je trouve ça vraiment juste cool, quoi. Et donc, est-ce que ce serait pas un moyen d'échapper à ta réalité, un moyen de vouloir t'évader, un espace de liberté où tu te dis j'en ai marre, j'ai envie de sortir cette vie et j'ai besoin de cette pause? Et si oui, est-ce que justement en voulant interpréter tant de personnages différents, est-ce que tu sais encore quitter après? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est pas pour éviter ma vie parce que j'aime beaucoup ma vie. Je suis très heureux dans ma vie, mais j'aime la diversité. Nous, depuis qu'on est né, moi encore plus que toi, j'ai déménagé tout le temps, quoi. Toi, tu es en France, mais lorsque toi, tu es né, nous, on avait déjà vécu au Brésil et en Angleterre et dans une ville en France. À Fontainebleau. Ouais, à Fontainebleau. Et toi, tu es arrivé... Non, à Grenoble. Ah oui, t'es allé à Grenoble et après Fontainebleau. Là Et où après, je toi, suis t'es né à Fontainebleau. Ouais. Donc, j'avais déjà déménagé 3 fois, et après Fontainebleau, et après, t'as vu comment on a continué à déménager. Donc, je pense que dans ma vie, je suis à l'aise et j'aime, au final, en tout cas, je suis éduqué à ça, à avoir du changement, tu vois. Donc là, j'ai rechangé de ville, tu vois. De partir à Los Angeles, c'est peut-être une envie de changement, d'excitation, de quelque chose de nouveau et tout. Et pourtant, je suis très heureux avec ma vie, mais je trouve ça cool aussi de changer, tu vois. Si je suis pris dans un film demain où je dois aller en Afrique centrale pendant 3 mois pour jouer un personnage complètement différent, me raser les cheveux et apprendre un talent ou une activité complètement différente, je serais ravi, quoi. J'en serais super excité, tu vois. Et pourtant, je suis très heureux de ma vie, de mon quotidien aujourd'hui, tu vois. Comment tu l'as vécu le fait de déménager autant quand t'étais petit? Je pense bien, hein. Bien, tu penses? Ouais, parce que, je sais pas, c'est bizarre. Ça a toujours été ça. Je peux pas le comparer à une autre vie paisible et tout, mais ça a toujours été en fait partie quoi, de la vie, quoi. C'est passer 2-3 ans quelque part et bouger. Et Mais ça me va. t'avais pas la sensation qu'à chaque fois que tu semblais construire quelque chose, ça se détruisait parce que tu devais tout recommencer de A à Z? Ouais, j'aurais pu le voir comme ça, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu comme ça. C'est comme une impression de croquer la vie à pleines dents, en fait. Le fait de voyager, d'explorer et tout, tu vois. Genre, les moments où je me suis senti le plus vivant, c'est les moments où j'ai voyagé, quoi. C'est les moments où t'es là et tu vois, genre sur une plage et t'as le coucher de soleil, t'as le truc et tu viens de faire une journée d'exploration totale et tout. Et tu respires comme ça, tes poumons ils sont pleins. Et tu es sous les étoiles et tu te dis je suis vivant, quoi. Genre je pourrais mourir maintenant, j'ai trop bien vécu, tu vois. C'est ces moments de voyage vraiment où j'ai l'impression d'avoir une belle vie parce que je voyage en fait, tu vois. Et du coup le fait de déménager et tout, c'était une façon de voyager mais genre 10x parce que tu prends vraiment la culture quand tu es là, quoi, tu vois. Donc non, je trouve ça excitant franchement. Vraiment, je te dis tout le temps,
T'es vraiment un cas d'espèce, mais à étudier. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu es dépourvu de trauma. J'ai l'impression que tu n'as pas une once de négativité. C'est-à-dire que même pendant toute la conversation qu'on vient d'avoir, pendant toute ma vie en fait que je te connais, à chaque fois, tu parles au positif et tu ne parles jamais au négatif. C'est-à-dire que tu ne dis jamais ça m'a blessé, ça je l'ai vu comme ça. C'est toujours tourné vers un regard positif, mais de manière naturelle en fait. C'est même pas forcé, c'est vraiment parce que c'est authentique et c'est à l'intérieur de toi. Et bien évidemment que tu as eu des phases de ta vie où tu as été triste, où tu as pleuré, tu as été énervé, évidemment. Mais j'ai l'impression que c'est quand même d'un ordre minime. Et je me dis, en tant qu'acteur, où est-ce que tu puises ton jeu, tes émotions, tes expressions et avec quel trauma, entre guillemets, tu puises pour incarner le personnage, avoir l'émotion, l'authenticité nécessaire, si toi, tu en as presque pas, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Avec le trauma du personnage. En fait, c'est le trauma du personnage qui compte, c'est pas le tien. C'est-à-dire que si tu t'identifies vraiment au personnage et que tu as de la compassion pour le personnage, la tristesse, tu la ressens en fait, quoi. Donc, aujourd'hui, si je commence à avoir une énorme douleur dans ma vie, je pense qu'elle va t'affecter toi parce que tu m'aimes et parce que tu connais tout le contexte de ma vie, en fait. Et c'est par compassion. Et je pense que tu peux avoir énormément de peine et ressentir énormément de souffrance par compassion lorsque ton imagination, elle te permet d'arriver à comment est-ce que tu te sentirais si ça t'arrivait, tu vois. Il y a plusieurs façons de jouer, il y a plusieurs méthodes et en fait, tu peux utiliser la méthode comme certaines personnes utilisent où ils utilisent leur douleur personnelle. Et c'est discutable parce que ça se puise en fait, c'est pas infini ta douleur personnelle. C'est-à-dire que si tu prends la douleur du fait que tu as perdu ton chien, le jour même elle va être ultra efficace, le lendemain elle va être ultra efficace sur le plateau, peut-être que 15 ans plus tard elle sera plus aussi efficace. Donc à quel point est-ce que tu peux puiser dans tes expériences personnelles, ça dépend de la vie que tu vis en fait, tu vois. Je trouve que les acteurs qui arrivent à utiliser leur imagination s'en sortent mieux. Je ne sais pas si c'est les meilleurs acteurs ou pas les meilleurs acteurs, mais en tout cas, je sais qu'ils s'en sortent mieux dans leur vie personnelle, in fine, quoi. Parce que quand tu as 70 ans et que toute ta vie, tu es allé puiser dans tes douleurs constamment, je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Si tu arrives à le faire à travers l'imagination, c'est tant mieux, quoi. Mais ça va dépendre, ça dépend. On est tous affectés à notre échelle par ce qui nous arrive. Et on a tous des douleurs, on a tous des choses qui nous font énormément de mal ou qui nous font énormément de peine. Et on peut décider de choisir de les cultiver ou non, tu vois. Moi, je pense que je les cultive si peu dans ma vie du quotidien que lorsque j'en ai besoin pour le plateau ou pour un personnage, c'est comme si j'avais un énorme stock, quoi, tu vois. Parce que c'est pas quelque chose avec lequel je deal tous les jours, tu vois. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux vraiment interpréter si tu l'as jamais vécu, si tu l'as jamais vraiment compris? Parce que tu sais, les gens qui souffrent disent bah tu peux pas comprendre tant que t'es pas passé par ce par quoi je suis passée. En fait, les souffrances, c'est quelque chose qui ne se compare pas. Je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse faire en souffrance, c'est de les comparer à quelqu'un. C'est de dire, moi, je suis plus triste parce que j'ai perdu mes 2 parents alors que toi, tu n'en as perdu qu'un. On a tous notre plus grand niveau de souffrance qu'on a vécu et notre plus bas niveau de souffrance qu'on a vécu. Et lorsqu'un enfant, il perd son doudou, et ben à ce moment-là, c'est la pire souffrance qu'il ait jamais vécue. Et t'as beau lui dire que c'est pas grave et que ça se rachète et que c'est du coton, lui, il est à son apogée. Oui, non, mais je pense que tu peux pas comparer une souffrance avec une autre. Ouais. Et je te parlais même pas de quantité, je te parlais vraiment de type de souffrance. C'est-à-dire que j'ai perdu ma mère, une autre personne qui a pas perdu sa mère peut pas vraiment savoir ce que c'est s'il n'a pas perdu sa mère, tu vois. Parce que t'as beau dire, ok, ce personnage, il me fait énormément de peine parce que je sais qu'il a perdu sa mère, mais moi, Renan, j'ai pas perdu ma mère encore, donc je sais pas vraiment ce que ça fait. Qu'est-ce qui, toi, Renan, t'apporte l'ultime souffrance? Qu'est-ce qui, toi, Renan, je veux surtout pas parler de moi à la troisième personne, mais parce que t'as dit toi, Renan, mais en gros, ce serait qu'est-ce qui, toi, te fait énormément mal et comment est-ce que tu penses que tu te sentirais si ça t'arrivait? Et en fait, là, c'est très superficiel parce que ça fait 30 secondes que tu as émis l'idée. Mais
passe 1 heure dessus, passe 3 heures dessus, passe 1 mois dessus, passe 3 mois dessus, à rentrer dans les détails de comment serait ton quotidien, à pas pouvoir l'appeler le samedi, le nombre de messages WhatsApp que tu pourrais plus envoyer. Genre, en fait, tu commences à rentrer tellement dans les détails que tu commences en fait ça commence à rentrer dans ta vie et en général, c'est là où tu te connectes vraiment avec ton personnage parce que tu l'as rempli en fait. Tu l'as rempli de détails et tu l'as rempli de souvenirs et d'espérances et c'est là où ça commence à faire mal, quoi. Non, c'est intéressant parce que j'ai toujours cru justement que l'acteur devait puiser dans ses propres traumas pour pouvoir interpréter son rôle. Et en fait là, ça fait totalement sens ce que tu viens de me dire parce qu'en fait il peut puiser dans son imagination et se convaincre d'une situation qui n'est même pas réelle. Ouais. Parce que c'est prouvé, les gens le disent tout le temps, dans les podcasts que j'écoute, etc., ils disent tout le temps, le cerveau, il peut imaginer tout ce que tu veux, ton corps, il va penser que tu es dans la situation même si tu l'as jamais vécu. Et je pense que vraiment le fait de te convaincre et de méditer sur ça tous les jours, j'imagine que ça doit faire le taf. Ouais. En fait. Et après, à chaque acteur, sa méthode, hein. Il y en a qui préfèrent utiliser l'imagination et il y en a qui préfèrent utiliser leur douleur personnelle. Ça dépend de ce qui t'arrive dans ta vie, ça dépend de ce qui t'arrive dans ta journée aussi. Parfois, c'est la fatigue de ta journée de travail parce que tu es en train de tourner le soir et qu'il est 3 heures du matin et tout. Tu te dis, mais attends, mais est-ce que ça ferait sens que mon personnage soit fatigué à ce moment-là? Et ça se trouve, oui. Et ça se trouve, ça va apporter une nouvelle tournure à la scène complètement différente. Même si de base, la scène, il était censé être super excité, c'est une possibilité d'angle sur lequel tu peux te reposer et ça peut créer quelque chose qui est super intéressant. Donc il faut savoir explorer ce que tu ressens à ce moment-là, tu vois. Renan, je passe du coq à l'âne. Hier, j'ai regardé un TikTok d'une influenceuse qui était très triste. Et en fait, elle était en train de pleurer en train de faire son TikTok et elle était en train d'expliquer qu'on ne parle pas assez des personnes connues, des influenceurs qui voyagent énormément et à quel point c'est dur d'avoir une relation amoureuse avec des gens. Comment est-ce que toi tu le vis? Parce que tu dois voyager tout le temps. Quand tu as un projet, tu dois t'y mettre à 100% dedans. Tu dois éviter toutes les distractions. Comment est-ce que tu gères ce côté de ta vie? Ouais, c'est une bonne question. Ça crée une petite rupture, en effet, dans tes relations parce que, en fait, c'est où tu arrives au stade où la relation elle est ultra sérieuse et dans ce cas-là, tu trouves des solutions, c'est-à-dire que ou tu voyages pour le taf ou vous voyagez ensemble. Ce qui a déjà été le cas avec mes ex parce qu'elles avaient des jobs qui étaient ultra flexibles, et elles voyageaient avec moi et on allait partout et du coup ça nous rapprochait grave parce que tu voyages le monde avec ta meuf, c'est génial, c'est super cool, ça te rapproche, ça te crée des souvenirs exceptionnels. Donc ça c'est le cas où tu es déjà dans une relation sérieuse. Le problème c'est au début d'une relation, quand tu commences à voir quelqu'un, tu fais un dîner, tu fais un deuxième date, etc. T'es pas assez attaché avec la personne et là, ce qui aurait pu devenir une relation est un peu coupé court parce que tu as un voyage de 3 semaines et puis tu dis on se revoit dans 3 semaines et puis 3 semaines plus tard, peut-être qu'elle a un voyage, et en fait quelque chose finit par mourir alors que et toi ça te fait aucune douleur parce que t'étais pas encore attaché, t'étais au premier ou au deuxième date, elle aussi, personne n'était attaché mais t'en sais rien, peut-être que ça aurait pu devenir quelque chose, tu vois. Donc, moi, je dirais que jusqu'à maintenant, j'en ai pas souffert parce que les choses auxquelles ça a coupé court à des choses où j'étais pas encore amoureux et je pensais pas que, et en tout cas, elle n'était pas encore amoureuse, a priori. Et donc, et j'en souffre pas, tu vois. Le plus difficile, c'est quand tu es dans une relation ultra longue et solide. Et là, tu es contraint de vivre dans un autre pays, ça c'est plus dur. Ouais. On était en train d'en parler hier, tu me disais que par exemple le fait d'être père, c'est un de tes objectifs ultimes aussi, mais que ça te fait quand même peur parce que tu es dans un milieu où il n'y a pas vraiment de stabilité, où il pourrait y avoir une relation parent-enfant très très stable. Oui, en gros, le fait j'ai peur de ne pas être le père parfait parce que je pourrais pas être aussi présent et aussi stable qu'un père qui est comptable, par exemple.
Donc la question c'est, et la question que je me poserai, il faudrait que je sois actif là-dessus. À quel point est-ce que je pourrais donner la sensation de stabilité à ma famille et à mes enfants malgré des voyages pour des tournages, etc. Et en fait, ce sera à moi de trouver la bonne façon de le faire, tu vois. Ouais, c'est un peu tôt pour se poser la question, mais c'est vrai que je me la pose parce qu'on se disait que comparativement, nos parents ont été très présents pour nous, tu vois. Ils ont toujours été là et tout, donc j'aimerais pouvoir faire pareil avec mes enfants, quoi. Est-ce que si tu meurs demain, tu dirais que ta vie a bien été vécue et quels seraient tes regrets? Ouais. Non, je suis super heureux et reconnaissant de ma vie. Juste, j'aurais eu des regrets de ne pas avoir eu d'enfant. Pas avoir eu de chien, j'aime bien les labradors. Et de ne pas avoir mangé de sushi sushi au chocolat. Right. Ok. Renan, pour finir, Ouais. si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Crois en ce qui te rend heureux et tu seras heureux. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Plus que tout au monde. On s'aime plus qu'on vous aime, vous. Merci. On vous aime, hein, mais c'est juste qu'on vous aime pas autant que comme nous on s'aime. C'est frères et sœurs, c'est imbattable. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.